Dans la pénombre de 3 heures du matin, j'ouvre les yeux. Je meurs de chaud, mais je n'ose pas me lever pour ouvrir la fenêtre un peu plus grand. Je suis couché dans son lit, dans cette chambre que je connais si bien. Près de son corps, enfin endormi après une longue lutte contre les angoisses qui mangent tout. La tête, le ventre, le cœur. Nous avions beaucoup parlé pour les éloigner, les repousser aux frontières de la nuit. Nous avions fait l'amour. J'avais caressé son corps pour l'apaiser. J'avais laissé glisser ma main le long de ses épaules, puis le long de ses bras. Je m'étais pelotonné contre son dos. J'avais longuement pétri la chair tendre de ses fesses. J'avais guetté sa respiration, en attendant que le souffle court devienne léger, que les hoquets de larmes s'espacent, que la paix trouve enfin le chemin. Mon corps brûlant reste parfaitement immobile. Si ne pas renverser le château de sable de son sommeil signifie mourir de chaud, alors je veux bien mourir de chaud. Dehors, dans cette nuit grisâtre que je perçois par la fenêtre, les oiseaux chantent. Je regarde leurs ombres filer contre le ciel sale. Je crève de chaud. J'attends. Je tourne mon visage vers son corps figé, étendu sur le dos, parfaitement nu. Je détaille la finesse de ses chevilles, les os saillants de ses hanches, son ventre souple et le délié de ses bras, le rebondi de ses lèvres qui portent un sourire très léger. J'observe les meurtrissures de la maladie sur ce corps que j'aime tant. Les petits points noirs du ventre piqué et piqué encore, la cicatrice près de l'aisselle, le trou sous la clavicule. Je regarde son visage tranquille, parfaitement tranquille, son menton fier, même dans le sommeil, ses joues veloutées, la ligne brusque et surprenante que forme son nez, ses paupières mauves enfin closes. Je regarde son crâne entièrement chauve. Dans la pénombre de 3 heures du matin, je la regarde dormir. Je ne parviens pas, dans cette nuit moite, à détacher mes yeux de son corps nu et de son crâne cireux, de son profil de morte. 1. Ça raconte Sarah, sa beauté inédite, son nez abrupt d'oiseau rare, ses yeux d'une couleur inouïe, rocailleuse, verte, mais non pas verte, ses yeux absinthe, malachite, vert gris rabattu, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte le printemps où elle est entrée dans ma vie, comme on entre en scène, pleine d'allant, conquérante, victorieuse. 2. C'est un printemps comme un autre. Un printemps à rendre mélancolique n'importe qui. Il y a des magnolias en fleurs dans les squares parisiens, et j'ai dans l'idée que ça écorche le cœur de ceux qui les remarquent. Moi, ça m'écorche le cœur, les fleurs de magnolia dans les squares. Je les regarde, chaque soir, en rentrant du lycée, et chaque soir, leurs grands pétales pâles me piquent un peu les yeux. Ce printemps-là, je marche comme un fantôme. Je mène une vie que je ne pensais pas mener. Une vie seule avec une enfant dont le père a disparu sans crier gare. Un jour, un soir plutôt, il est sorti de l'appartement et puis plus rien. Alors, comme ça c'est possible, que du jour au lendemain, je veux dire littéralement du jour au lendemain, entre deux personnes qui s'aiment depuis des années, il puisse ne plus y avoir de regard, ni de parole, ni de dialogue, ni de discours, ni de fâcherie, ni de complicité, ni de tendresse, ni d'amour. C'est cette folie,
cette aberration qui me constitue de jour en jour. Je pense que la vie va s'arrêter là. Je n'espère rien ni personne. Il y a un nouveau garçon dans ma vie, un garçon bulgare. Quand je parle de lui, je dis mon compagnon. Il m'accompagne, voilà, c'est ça. Il m'accompagne dans cette vie chagrine. J'attends. Un mot tourne de manière lancinante dans ma tête. Le mot latence. Je me dis qu'il faudrait que j'en cherche la définition dans le dictionnaire. Je sais que je suis en train de vivre un moment de latence. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, par quel événement ça prendra fin. Avec mon compagnon, nous allons au musée, au cinéma, au jardin des plantes. Je me trouve jolie, on me dit gentille, attentive aux autres. Je ne fais pas de vagues. Je suis la mère d'une enfant parfaite, la professeure d'élèves remarquables, la fille de parents merveilleux. La vie aurait pu continuer comme ça, encore longtemps. Un long tunnel sans surprise, sans mystère. 13. Les jours passent, le printemps s'installe, calmement, sans se presser. C'est un printemps comme un autre, un printemps à rendre mélancolique n'importe qui. Sarah s'installe dans ma vie, calmement, sans se dépêcher. Elle me propose de l'accompagner voir une pièce de théâtre. Elle m'attend au métro Château de Vincennes sur la ligne 1. Elle porte une robe qui ne lui va pas du tout, comme d'habitude. Elle me salue d'un grand rire et elle parle pendant tout le trajet à travers le bois de Vincennes. La nuit tombe, elle parle. Elle parle, un vrai moulin à paroles. Elle est vivante. Elle me pose des questions sur mon métier, sur le lycée où j'enseigne. Elle ne s'arrête de parler que lorsque les lumières s'éteignent. Dans l'obscurité, nos genoux se touchent. Le théâtre s'appelle Théâtre de la tempête. Elle a été bouleversée par la pièce. Elle tient à aller saluer le comédien qui avait le rôle principal. Je la regarde l'aborder avec une aisance qui m'impressionne. Elle lui parle avec fougue, il sourit. Elle me demande si je suis fatiguée ou si on a le temps d'aller boire un coup. Elle ajoute que, bon, le métro Château de Vincennes, c'est pas le meilleur endroit du monde pour boire des coups. Il y a quand même ce bar, les officiers. Elle rentre. Elle s'assoit. Elle demande ce qu'il y a comme bière à la pression. Je réponds, pareil, exactement pareil, quand le serveur me demande ce que je veux. Elle a l'air triste, un peu abattue, un air que je lui ai jamais vu. Elle demande si on peut sortir fumer une cigarette. Elle regarde ses pieds, il fait un peu froid dans la nuit moite. Elle recrache la fumée vers le ciel. Ça fait un nuage qui rejoint les nuages. Elle plonge ses yeux dans les miens. Elle dit « Je crois que je suis amoureuse de toi. »